Chères auditrices, chers auditeurs de l'Université ouverte, les crises actuelles et leurs conséquences, pour le moins anxiogènes, ne doivent pas nous faire oublier le plaisir de découvrir ni celui d'apprendre. Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir vous proposer en ligne l'exposé pour lequel l'antenne de Lure m'avait initialement invité. Je vais donc vous parler du tableau périodique de Mendeleïev, de la façon de le lire et des informations qu'il contient. Mais ce tableau n'est pas une création ex nihilo sortie un beau matin de l'esprit du chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Ce tableau, c'est d'abord une histoire, celle de son élaboration dans un contexte très particulier, celui de la chimie du XIXe siècle. Et il n'est guère possible de bien comprendre ce tableau ni son importance en méconnaissant d'où il vient. Nous allons donc faire un peu d'histoire des sciences, cette discipline sans laquelle on ne peut concevoir une présentation des grandes découvertes, tant chaque savant, y compris les plus illustres, n'a pu réellement avancer que sur des chemins balisés par ceux qui l'ont précédé. Mais pourquoi donc parler du tableau de Mendeleïev aujourd'hui? Eh bien, parce que ce tableau a fêté récemment ses 150 ans. C'était en 2019, proclamé année internationale du tableau périodique. Parce que ce tableau, de l'origine à ses dernières actualisations, est tout simplement fascinant. Parce que l'histoire de ce tableau est intimement liée à celle de la chimie et qu'il représente une porte ouverte sur les atomes et leur introduction comme concept fondamental en chimie mais aussi en physique. Et tout au long de cet exposé, je m'appuierai sur un ouvrage de référence qui est le livre d'Eric Skerry intitulé « Le tableau périodique, son histoire et sa signification » qui a été publié en 2011. Et c'est un livre dans lequel l'auteur écrit ceci: « Le tableau périodique est un document unique qui capte l'essence de la chimie dans une élégante structure organisée. » Avant de faire un grand bond en arrière, nous allons d'emblée poser le décor actuel et regarder ce qu'est aujourd'hui le tableau périodique des éléments. Mais avant d'aller plus loin, essayons d'abord de comprendre de quoi l'on parle. Tout d'abord, une définition. Ce tableau, il contient une classification périodique des éléments chimiques. Mais qu'est-ce donc un élément chimique et en quoi cette classification est-elle périodique? Alors si l'on regarde la définition sur Internet, la notion d'élément chimique, il est écrit qu'un élément chimique, c'est l'ensemble des atomes dont le noyau compte un nombre donné de protons. Ce nombre, que l'on va noter Z, est appelé numéro atomique de l'élément. Il détermine la configuration électronique des atomes correspondants et donc leurs propriétés physico-chimiques. Ces atomes peuvent en revanche compter un nombre variable de neutrons dans leur noyau et former ce que l'on appelle des isotopes. Et l'on voit tout de suite que cette définition pose finalement plus de questions qu'elle ne donne de réponses, et la suite de l'exposé tentera d'éclaircir l'ensemble de ces notions. Ensuite, le principe de classification. Quel a été le classement fait par Mendeleïev? Eh bien, il a fait une classification systématique des éléments connus à son époque, en vue de souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques. Lorsqu'on parle de classement périodique, on fait allusion à la périodicité des propriétés chimiques de ces éléments. Cette classification a également permis d'identifier des éléments qui restaient à découvrir, voire de prédire certaines propriétés d'éléments alors inconnus, et le classement est effectué dans l'ordre croissant des masses de ces éléments, tout simplement parce que c'était une donnée que l'on était capable de mesurer à l'époque. 63 éléments figurent dans le tableau établi par Mendeleïev. Aujourd'hui, le principe du classement, c'est un ordre par numéro atomique croissant, et les atomes sont organisés, les éléments sont organisés en fonction de leur configuration électronique. Aujourd'hui, ce tableau contient 118 éléments, 92 de ces éléments existent à l'état naturel, 26 de ces éléments, les plus lourds, sont fabriqués uniquement en laboratoire. Il est important de noter que ce tableau n'est ni un modèle, ni une théorie. C'est simplement un constat, un principe d'organisation. On constate ce que l'on observe. Bien, puisque l'on parle de classification périodique des éléments ou des atomes, venons-en à la définition. Toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes. L'atome, c'est la plus petite partie indivisible de la matière capable de réagir chimiquement. Les atomes ont donc la possibilité de pouvoir s'associer entre eux pour former ce qu'on va appeler des molécules.
Tous les atomes sont constitués d'un noyau contenant les nucléons, protons, particules porteuses d'une charge positive, et neutrons, particules sans charge. Et autour de ce noyau sont localisés ce qu'on appelle des électrons, particules porteuses d'une charge négative. Les atomes sont électriquement neutres, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et ce qui va différencier un atome d'un autre atome, c'est le nombre de chacune de ces particules. Exemple, l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple, le numéro atomique Z égale 1, ce qui veut dire que dans le noyau se situe un proton, il n'y a pas de neutrons, et autour de ce noyau, un électron. L'atome suivant, l'atome d'hélium, un peu plus lourd, il possède 2 protons, 2 neutrons, autour desquels on trouve 2 électrons. Et l'affaire se complique avec l'existence de ce qu'on appelle les isotopes. En fait, les isotopes, c'est l'ensemble des atomes qui ont le même nombre de protons dans leur noyau, mais des nombres de neutrons différents. Et tous les isotopes vont définir ce qu'on appelle un même élément chimique. Par exemple, le carbone, le premier des isotopes est ce qu'on appelle le carbone 12. C'est le carbone le plus abondant à l'état naturel. Son numéro atomique Z égale 6. Il y a 6 protons dans le noyau, avec 6 neutrons, et donc 6 électrons autour de ce noyau. Mais il existe aussi 2 autres isotopes, ce qu'on appelle le carbone 13 et le carbone 14, l'un possédant 7 neutrons, l'autre possédant 8 neutrons, et le carbone 14 est une espèce instable, qu'on l'on dit être radioactive, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de se désintégrer. On va noter d'une manière générale un élément grand X de la façon suivante, le symbole de l'élément accompagné à gauche, en bas du nombre de charges, c'est-à-dire du nombre de protons ou d'électrons, et en haut, à gauche, du nombre de nucléons. Ce qui fait que pour le carbone, on va l'écrire sous cette forme-là, C612. Bien, nous avons vu ce qu'était la définition de la classification périodique, la définition des éléments chimiques, et bien voilà à quoi ça ressemble. Voici le tableau périodique des éléments chimiques tel qu'il est aujourd'hui construit, avec 118 éléments. Les éléments sont classés par ordre croissant de numéro atomique, de gauche à droite et de haut en bas. Le numéro atomique apparaît au-dessus du symbole. Il représente donc le nombre de protons que contient un atome de l'élément considéré. Et puis comme les protons ont une masse, la masse atomique des éléments augmente dans le même sens. Les atomes les plus légers, comme l'hydrogène ou l'hélium, se trouvent en haut de la classification et les plus lourds se trouvent en bas. Chaque élément a un proton de plus que l'élément qui le précède. Et c'est pour cela que le numéro atomique croît de gauche à droite et de haut en bas. Les rangées se poursuivent sur la rangée inférieure par la gauche, et à noter que les 3 premières lignes contiennent des manques. Il n'y a en effet par exemple que 2 éléments sur la première ligne, l'hydrogène à gauche et l'hélium à droite. Ils sont éloignés l'un de l'autre car ils appartiennent à ce qu'on appelle des groupes différents. Et tous les éléments d'un même groupe sont sur la même colonne, avec 18 groupes identifiables. Chacune de ces colonnes est souvent repérée par une couleur unique. Et être du même groupe signifie posséder des propriétés physiques et chimiques similaires, ce qui fait que si vous connaissez le comportement d'un élément lors d'une réaction chimique par exemple, vous serez à même de deviner le comportement d'un élément moins commun du même groupe, par comparaison avec cet élément connu. Alors, quelles sont les informations importantes données sur ce tableau? Comme nous l'avons vu, tout d'abord le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons contenus dans un atome donné, qui est égal au nombre d'électrons, et puis la masse d'un élément. La masse atomique, elle est inscrite au bas du carré de l'élément sous le symbole. Il s'agit en fait de la masse de tous les constituants du noyau d'un atome donné, qui renferme donc protons et neutrons. En fait, on donne même maintenant une moyenne sur l'ensemble des isotopes de l'élément considéré, ce qui fait qu'on voit apparaître des nombres décimaux. La masse atomique, elle, est définie comme l'arrondi inférieur de la masse de l'élément, et connaissant le nombre de protons dans le noyau, auquel on attribue une masse de 1 comme référence, eh bien la masse atomique donne automatiquement le nombre de neutrons dans l'atome le plus stable. Un exemple, la masse de l'atome de carbone est égale à 12, comme le numéro atomique du carbone est Z égale 6, 6 protons, la masse totale des protons vaut donc 6, et donc on en déduit 12 moins 6, que le noyau de carbone possède 6 neutrons. Le premier isotope du carbone, qui est un isotope stable, possède une masse atomique égale à 13. Son noyau contient 6 protons et donc 7 neutrons. De la même manière, l'isotope suivant, qui est radioactif, de masse atomique 14, contient 6 protons et 8 neutrons. Et puis comme dans la nature, on trouve pratiquement 99% de carbone 12 et 1% de carbone 13, connaissant la masse du carbone 12 et la masse du carbone 13,
En les combinant à due proportion, la masse de l'élément carbone est de 12,011. Nous avons vu ce qu'était le tableau périodique, nous avons vu ce qu'étaient les éléments. Alors quelques mots maintenant sur le nom de ces éléments et leur origine. Ce sont des informations qui sont tirées d'un livre de Pierre Avenas paru en 2018 sur la prodigieuse histoire du nom des éléments. Les origines sont diverses, étymologie, grecque, latine, la mythologie, l'histoire, le nom d'un inventeur, le nom d'un lieu de découverte. Le carbone par exemple, qui provient du latin carbo carbonis, qui signifie charbon de bois. Oxygène, qui vient du grec, j'engendre l'acide, tout simplement parce que cet élément est présent dans de nombreux acides. On pensait même au XVIIIe siècle qu'il était présent dans tous les acides, ce qui n'est pas vrai puisqu'on a de nombreux acides comme l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique qui sont dépourvus d'oxygène. Hydrogène, nom donné par Lavoisier à un élément qui produisait de l'eau par sa combinaison avec l'oxygène. Ça vient donc du grec hydro, relatif à l'eau. Mais on notera que d'un point de vue strictement chimique, les deux noms oxygène et hydrogène auraient dû être inversés puisqu'on trouve l'hydrogène dans tous les acides, ce qui n'est pas le cas de l'oxygène qui lui est par contre bien nécessaire à la fabrication de l'eau. Azote qui signifie privant de vie, tout simplement parce que les animaux ne peuvent pas respirer dans une atmosphère remplie d'azote. À noter que ce nom n'a pas entraîné l'adhésion de tous les chimistes qui sont nombreux à lui avoir préféré le nom de nitrogène, c'est-à-dire générant l'acide nitrique. Et le monde anglo-saxon a gardé ce nom de nitrogen, d'où le symbole de l'azote qui est grand N dans la classification périodique. Et effectivement, un certain nombre d'éléments n'ont pas le même nom dans toutes les langues. Autre exemple, phosphore du grec qui porte la lumière, puisque le phosphore est effectivement une substance qui brille dans l'obscurité. Or, du latin aurum, même si en anglais comme en allemand, l'or est désigné par sa couleur jaune, gold. L'argent, qui vient du grec, qui signifie blanc, brillant. Le platine, diminutif de l'espagnol plata, qui signifie argent, puisque le platine est un métal qui ressemble à l'argent. Cuivre, qui vient du nom latin de l'île de Chypre, puisque on trouvait en abondance des mines de cuivre sur cette île. Et à noter qu'en latin, le cuivre se dit aes aeris, d'où le nom en vieux français Hera. Mercure, qui fait partie des 7 métaux connus dans l'Antiquité et qui était initialement dénommé vif argent et qui fut ensuite associé à la planète Mercure. Et à noter donc que ce métal argenté très fluide avait initialement été appelé hydrargyrum, formé sur l'association de mots grecs signifiant eau et argent, d'où on tire le symbole moderne de ce métal Hg. D'autres exemples, uranium, métal découvert à la fin du XVIIIe siècle. Le nom va faire référence à la planète Uranus, découverte à peu près à la même période. Neptunium, plutonium, cérium, palladium, sélénium, qui font référence à des planètes ou à des satellites de ces planètes. Cobalt, qui lui vient de l'allemand kobold, qui désignait un nain maléfique, et c'est une allusion aux vapeurs toxiques que l'exploitation des minerais de cobalt générait dans les mines. Nickel, qui vient de l'allemand Nikolaos, Nicolas, qui était le surnom qui avait été donné par les mineurs à ce minerai dont le grillage dégageait des vapeurs toxiques, et il s'agissait d'amadouer le nain que l'on croyait à l'origine de ces émanations dangereuses en lui donnant un petit nom sympathique. Tungstène, qui vient de la combinaison des mots suédois tang, lourd, et sten, pierre, alors que le symbole chimique, lui, vient de l'allemand Wolf, le loup, et dans la plupart des langues, à l'exception de l'anglais et du français, on utilise le terme wolfram pour désigner le tungstène. Et en effet, la fusion du tungstène produit des suies noirâtres qui encrassaient les fours de métallurgie comme les traces d'un loup malfaisant. On trouve également des noms d'éléments provenant de noms de pays. Gallium francium, dérivé du nom de notre pays, germanium du nom de l'Allemagne, ruthénium du nom de la Russie, des noms dérivés de villages comme yttrium, ytterbium, terbium, erbium, qui viennent du nom d'un village suédois, magnésium et manganèse, qui viennent du latin médiéval magnesia, qui désignait la pierre de Magnésie, terre des habitants du nord-est de la Grèce, indium, qui ne vient pas de l'Inde mais de la couleur indigo, et comme d'autres éléments qui sont désignés par leur couleur en grec, comme le chlore, qui vient tout simplement de la couleur verte en grec, et de l'iode, qui provient de sa couleur violette. Et puis le calcium, qui signifie la pierre calcaire, en grec comme en latin, et on notera que le mot calcul provient de la même racine, petit caillou, que l'on retrouve dans les reins par exemple, ou petit caillou utilisé pour faire des opérations sur les tables à calculer. Et bien après cet aperçu sur ce qu'est le tableau périodique et les éléments qu'il contient, entrons maintenant dans l'histoire
de son élaboration. Nous allons donc tout d'abord faire un grand bond en arrière et voir quelles ont été les tentatives de classement des éléments chimiques avant Mendeleïev. Et au commencement, dans l'Antiquité grecque, les philosophes ne connaissaient que 4 éléments, terre, eau, air, feu. Ce sont d'ailleurs les éléments que l'on retrouve aujourd'hui en astrologie. Quelques-uns pensaient que ces éléments étaient des assemblages de composants microscopiques dont les formes correspondaient aux polyèdres connus à l'époque, déterminés par Platon. La terre, l'élémentaire, était ainsi un assemblage de particules cubiques, d'où cette notion de difficulté à le déplacer. L'eau, un assemblage de structures plus aplanies, d'où la notion de fluidité. Le feu, un assemblage de tétraèdres, cette notion de pointe, de contact douloureux. Et puis l'air, un assemblage d'octaèdres. Platon va ensuite inventer une nouvelle structure géométrique composée de pentagones, le dodécaèdre, et va en déduire la possibilité de l'existence d'un 5e élément, qu'il va appeler la quintessence, enveloppe dans laquelle baignent les 4 autres éléments. À noter que ce 5e élément prendra plus tard le nom d'éther. Certains éléments chimiques, en particulier les métaux, sont connus depuis l'Antiquité, le fer, le cuivre, l'or, mais les anciens font une différence entre ces éléments matériels et les éléments des philosophes grecs qui correspondent plutôt à une potentialité donnant accès aux propriétés observables. Et puis vont venir les alchimistes. L'alchimie, c'est une idée qui est basée sur la possibilité de transmuter, de transformer les métaux, en particulier de les transformer en or. Et aux éléments matériels reconnus, les alchimistes vont ajouter au Moyen-Âge le phosphore, le sel, qui exprime la solubilité d'une substance, le soufre, qui indique sa capacité à brûler, et le mercure, qui indique le caractère métallique. Les découvertes s'accélèrent au XVIIIe siècle avec la naissance de la chimie et l'amélioration des techniques expérimentales, toutes les techniques de combustion, les techniques de distillation, l'invention de la cuve à eau pour l'étude des gaz. Et donc si au Moyen-Âge on connaissait l'arsenic, le bismuth, le zinc, le phosphore, le platine, tout au long du XVIIIe siècle on va découvrir de nouveaux métaux comme le nickel, des gaz comme l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le chlore, et puis des composés un peu plus rares comme l'yttrium, le beryllium, le niobium, le vanadium, etc. Par les grands noms de la chimie du XVIIIe siècle, Cavendish, Lavoisier, Scheele, Dalton, Avogadro, et puis grande découverte, en 1800, l'invention de la pile électrique par Volta et son utilisation en chimie pour faire ce qu'on appelle de l'électrolyse, c'est-à-dire de la séparation d'éléments chimiques par l'électricité. Et c'est ainsi que Davy va découvrir de nouveaux éléments comme le potassium, le sodium, le bore, le calcium et des éléments plus rares comme le strontium, le ruthénium et le barium. Et puis au-delà de la découverte de ces éléments apparaît la volonté de les classer. Et c'est le premier travail effectué par Lavoisier et ses collaborateurs chimistes, Guiton de Morveau, Berthollet et Fourcroy, qui sont les premiers à concevoir une nomenclature chimique, premier exemple abouti de recensement de ces éléments. Donc dans son traité élémentaire de chimie qui paraît en 1789, Lavoisier fait une liste d'éléments ou de substances qui ne peuvent pas être décomposés encore plus simples. Cette liste inclut l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le phosphore, le mercure, le zinc et le soufre. Elle contient 33 substances, mais elle contient aussi des choses plus étonnantes comme la lumière et la chaleur qui ne sont pourtant pas des éléments. Lavoisier pose le principe qu'un élément chimique ne peut pas se transformer en un autre élément par une réaction chimique. Par contre, les éléments chimiques peuvent se combiner entre eux au cours de réactions chimiques pour former d'innombrables composés chimiques. Dans son livre, Lavoisier publie donc un tableau récapitulatif des substances considérées à son époque comme des éléments chimiques, en prenant soin d'établir une équivalence avec le vocabulaire hérité des alchimistes afin d'éliminer toute ambiguïté. Et à l'époque, ce tableau se voulait exhaustif et outil de référence. Les éléments chimiques sont classés en 4 familles, les éléments impondérables, comme le gaz et ce qu'on appelle les essences, les non-métaux, les métaux, et puis les terres, à savoir les minerais, oxydes, sulfates, qui étaient considérés à l'époque comme des corps simples. Il n'y a aucune notion de périodicité dans le classement de Lavoisier, et par exemple pour les métaux, Lavoisier utilise tout simplement l'ordre alphabétique. À noter que les halogènes sont désignés sous les noms suivants, le radical muriatique, le radical fluorique et le radical boracique, qui sont des noms qui vont rester dans la chimie tout au cours du XIXe siècle avant de disparaître. Alors un mot sur Lavoisier, qui est considéré comme le père de la chimie moderne, avec l'aide de son épouse, qui va peindre beaucoup et décrire les expériences
que faisait Lavoisier dans son laboratoire. Lavoisier, c'est une impressionnante liste de découvertes. Il détermine tout d'abord la nature du phénomène de combustion et d'oxydation, en démontrant qu'il s'agit d'un processus qui implique la combinaison d'une substance avec du dioxygène. Il va travailler beaucoup sur la combustion des métaux, avec ce grand paradoxe que les métaux gagnent du poids au terme de leur calcination. Il confirme et calcule la composition de l'air et donne leur nom à ces deux constituants principaux, l'oxygène et l'azote, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il démontre le rôle du dioxygène dans la respiration végétale et animale. Lavoisier, avec Laplace, réalise l'expérience qui met en évidence l'air inflammable, qui a été découvert par Cavendish, et il lui donne son nom d'hydrogène, c'est-à-dire le gaz formeur d'eau. Ce gaz réagit en effet avec l'oxygène pour former l'eau, comme l'avait déjà remarqué le chimiste Priestley, sans toutefois parvenir à l'expliquer. Il démontre aussi qu'un corps qui se liquéfie n'est pas un corps qui se transforme en un autre, mais simplement un même élément chimique qui peut, selon les conditions de pression et de température, changer d'état. Et ce concept sous-jacent d'état de la matière est totalement nouveau à la fin du XVIIIe siècle. Il prouve que, bien que la matière change d'état dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs et des produits reste identique du début jusqu'à la fin de la réaction. En brûlant du phosphore et du soufre dans l'air, il montre que si les produits pèsent plus que les réactifs de départ, le poids ainsi gagné était lui perdu par l'air. Et ces expériences ont été des preuves à la base de la loi de la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. Dans son traité de 1789, Lavoisier va dire « Il y a dans les réactions chimiques égale quantité de matière avant et après l'opération. Il n'y a que des changements, des modifications, rien d'autre. » Il est ainsi le premier à traduire des réactions sous forme d'équations chimiques respectant ces lois de conservation de la matière. Alors, un petit mot historique, Lavoisier va connaître une triste fin, c'est l'héritier d'une grande fortune, il est fermier général, c'est un des 3 commissaires du comité des finances de la Convention chargé de réformer le système de perception des impôts au moment où la terreur éclate, et il va être dénoncé aux autorités révolutionnaires avec 27 autres fermiers généraux comme traître à la nation. Il est incarcéré à la fin 1793 et condamné à mort 5 mois après son arrestation, le 5 mai 1794. Il a demandé un sursis pour pouvoir achever une expérience et on raconte que le président du tribunal révolutionnaire lui aurait répondu « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes, le cours de la justice ne peut être suspendu ». Il est guillotiné le 8 mai 1794 à l'âge de 50 ans et le lendemain de l'exécution de Lavoisier, le mathématicien Louis de Lagrange commentera « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en produire une semblable. » Venons-en maintenant à l'un des progrès majeurs de la chimie au tout début du XIXe siècle. C'est la théorie atomique, dont les bases sont posées par Dalton et Avogadro. Dalton écrit « Chaque élément est composé d'atomes d'un seul et unique type, et ces atomes sont immuables et indestructibles. Ils peuvent par contre se combiner en structures plus complexes. » Il faut noter que Dalton, qui pose le principe des atomes, n'a pas encore compris à cette époque la différence entre atomes et molécules. Et c'est Avogadro qui, lui, en introduisant le concept de molécules élémentaires, va faire la distinction entre ce qui est une molécule et un atome. Il énonce également une loi très importante en disant que dans l'état gazeux, des nombres égaux de molécules, quelles qu'elles soient, enfermées dans des volumes égaux à la même température, développent des pressions égales. Cette loi va être à la base de celle que l'on appelle la loi des gaz parfaits. Et ce qui est important, c'est qu'en postulant que 2 volumes égaux de gaz différents dans les mêmes conditions de température et de pression contiennent un nombre identique de molécules, on va pouvoir utiliser cette loi pour faire des calculs de masse molaire et mesurer les poids atomiques, en se basant donc sur cette hypothèse d'Avogadro et sur la mesure des densités gazeuses. Parce que dans des conditions déterminées de température et de pression, le poids d'un volume donné de gaz ne dépend que de la masse de ses constituants. Dalton va fixer la masse atomique de l'hydrogène à 1, et à partir de là, on peut mesurer tous les poids atomiques relatifs. Alors, un mot sur Dalton, le grand chimiste et physicien britannique du début du XIXe siècle. En 1803, comme on l'a dit, il évoque une théorie atomique selon laquelle la matière est composée d'atomes de masses différentes qui peuvent se combiner selon des proportions simples. Et cette théorie est en fait basée sur des travaux sur les gaz
sur lesquels de nombreux chimistes avaient travaillé jusqu'à cette période-là. Et il se pose en particulier la question suivante: pourquoi un gaz composé de plusieurs corps, comme par exemple l'air, dont on savait grâce à Lavoisier qu'il contenait de l'oxygène, de l'azote et du dioxyde de carbone, pourquoi ce gaz ne se sépare-t-il pas selon la densité de ses constituants? Et la seule réponse que Dalton peut apporter à cette question, c'est que ce gaz doit être un mélange d'infimes particules toujours en mouvement. Et c'est par le biais de la réponse qu'il apporte à cette question que Dalton pose l'existence de ces infimes particules que l'on appellera des atomes. En 1808, il propose sa propre nomenclature des atomes, et puis accessoirement, pour la petite histoire, on lui doit aussi le nom du daltonisme, pour ce défaut de vision colorée dont il est lui-même atteint. Et puis un autre grand nom de la chimie, Avogadro, physicien et chimiste italien, qui, comme on l'a vu en 1811, pose l'hypothèse restée célèbre sous le nom de loi d'Avogadro. Il s'appuie sur la théorie atomique de Dalton, sur les travaux de Gay-Lussac sur les gaz, et à noter que Avogadro, lui, se mêla également de politique en Italie, ce qui lui valut quelques démêlés avec les souverains de ces régions. Et malgré un physique assez peu flatteur, si l'on en croit les portraits de l'époque, il était connu comme un tombeur de femmes. La sienne lui donnera 6 enfants. La notion d'atome, réintroduite donc au début du XIXe siècle par Dalton, mettra néanmoins très longtemps à s'imposer chez les chimistes, qui vont continuer à lui préférer la notion d'élément, voire même d'autres notions comme la notion des équivalents. Et toute la chimie française, par exemple, mettra pratiquement un siècle avant d'accepter cette notion d'atome. On en reparlera un peu plus tard. Une autre avancée très intéressante, celle réalisée par le chimiste et médecin britannique William Prout. Après la publication par certains chimistes d'une série de valeurs de masse atomique, un fait remarquable fut relevé: mis à part quelques exceptions, un grand nombre de ces chiffres correspondaient approximativement à des multiples entiers de la masse de l'hydrogène. Et donc cette constatation suggérait que tous les éléments pourraient être des multiples de l'atome d'hydrogène, et donc en réalité on serait en présence d'une seule espèce de matière se présentant dans différents états de combinaison. En fait, les masses atomiques ne correspondent jamais à des multiples les uns des autres, mais en les arrondissant à l'entier le plus proche et en attribuant à l'hydrogène la masse 1, on retrouve des rapports simples entre tous les éléments, avec l'hydrogène comme seul élément simple constitutif de la matière. Et ça, c'est une idée qui va fortement influencer les différents auteurs des systèmes de classification périodique des éléments, même si elle a été extrêmement combattue avec grande virulence par quelques chimistes célèbres, dont le suédois Berzelius et par exemple le belge Stas, qui est connu pour avoir mesuré avec une précision inégalée la masse atomique de nombreux éléments. Stas écrira: il faut considérer l'hypothèse de Prout comme une pure illusion. Il faut dire qu'il y a un cas particulier qui pose un vrai problème par rapport à cette hypothèse-là, c'est le chlore de masse atomique non entière, 35,5, et il faudra attendre très longtemps avant de pouvoir expliquer d'où vient cette masse atomique du chlore. Ceci étant, comme nous le verrons tout à l'heure, l'hypothèse de Prout n'est pas complètement une hypothèse à rejeter. Une autre grande avancée dans l'élaboration du tableau périodique, celle réalisée par le chimiste allemand Johann Wolfgang Dobereiner. C'est un chimiste qui est connu pour avoir mis en évidence le rôle de la lumière dans l'activation de certains mécanismes chimiques. Mais ce chimiste, il adhère très tôt à la théorie atomique et il révèle en 1817 l'existence de groupes de 3 éléments, qu'on appellera ensuite des triades, qui présentent des propriétés chimiques voisines et surtout une importante relation numérique. La masse atomique de l'espèce chimique médiane d'une séquence de 3 correspond à la moitié environ de la somme des masses atomiques des 2 éléments entre lesquels elle est placée dans la triade. Par exemple, la triade chlore-bromiode, la masse atomique du brome est égale à peu près à la moitié de la somme des masses atomiques du chlore et de l'iode. Même chose pour la triade lithium-sodium-potassium, où la masse atomique du sodium est égale à la moitié de la somme masse lithium plus masse potassium. Et ces triades de Dobereiner représentent donc le premier pas dans les tentatives de classement des éléments, dans un système qui tient compte de leurs propriétés chimiques tout en révélant des relations physiques. Ce chimiste allemand est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers du développement du système périodique, et on notera que les triades de Dobereiner se retrouvent effectivement dans les colonnes du tableau périodique. Une autre avancée réalisée cette fois-ci par un autre chimiste allemand, Gmelin, qui publie en 1843 un premier système périodique,
qui est non seulement une actualisation de celui de Dobereiner, on avait effectivement à l'époque mesuré de nouvelles masses atomiques, et c'est lui qui va inventer ce terme de triade, mais c'est aussi un classement de ces triades par ordre croissant des masses atomiques. Le problème, c'est que Gmelin va présenter son système de classement sous la forme d'un schéma en V qui malheureusement n'en facilite pas la lecture. C'est-à-dire que les éléments ne sont pas encore exposés explicitement dans l'ordre de leur masse atomique croissante. Voilà la classification de Gmelin, et on retrouve ces fameuses triades, chlore, brome, iode, lithium, sodium, potassium, etc. Il publie par ailleurs un manuel de chimie dans lequel il étudie les éléments dans l'ordre de son tableau, ce qui constitue ainsi pour la première fois le fil conducteur d'un traité en chimie. Autre avancée intéressante, celle réalisée par le chimiste bavarois Max Joseph von Pettenkofer. C'est un chimiste qui est connu principalement pour ses travaux sur l'hygiène, dont il fut une discipline médicale à part entière, même s'il ne croira jamais à l'hypothèse des bactéries, à l'existence des bactéries. Et son début de carrière en chimie fut néanmoins marqué par ses travaux sur le regroupement des éléments chimiques qui vont poser une nouvelle pierre à l'édifice de la classification périodique. Il publie en 1850 sa théorie des incréments. Il pense que les triades mises à jour par Gmelin ne sont que le fruit du hasard. Par contre, il remarque que les masses atomiques de certains éléments voisins sont le fruit d'un écart constant, un incrément, entre les valeurs atomiques de deux termes successifs. Par exemple, lithium, sodium, potassium, vous avez un incrément de 16 entre chaque masse atomique. Magnésium, calcium, strontium, barium, du magnésium au calcium plus 16 et ensuite plus 3 fois 16. Il suggère par ailleurs d'utiliser sa théorie des incréments pour calculer les masses atomiques des éléments pour lesquels la mesure expérimentale était difficile à mettre en œuvre. Et cette idée de prévoir les masses atomiques sera ensuite reprise par Mendeleev, qui citera Pettenkofer comme un des rares à l'avoir inspiré dans la construction de son tableau périodique. Une autre contribution importante, d'autres grandes contributions à l'élaboration de ce tableau périodique, la contribution de Jean-Baptiste Dumas, lors d'une conférence en 1851 en Angleterre. Il revient sur la classification des éléments, il met l'accent sur de nouvelles triades et il en précise les propriétés. C'est un chimiste qui a inventé une technique pour mesurer avec une grande précision de nombreuses masses atomiques, ce qui va permettre de grandes avancées dans la réalisation du tableau périodique, et il va chercher lui-même des relations mathématiques entre les masses atomiques d'éléments classés dans les mêmes groupes. Et puis la contribution de Peter Kremers, qui est un chimiste allemand, qui est un des premiers à examiner les séquences d'éléments formant des ensembles horizontaux, c'est-à-dire à regarder ce qui se passe dans les lignes du tableau périodique. Il révèle aussi des relations numériques entre les masses atomiques d'éléments qui ont peu de propriétés en commun. Par exemple, il relève que entre oxygène, soufre, titane, phosphore et sélénium, chaque masse atomique représente un incrément de 8 par rapport à la précédente. Il va aussi mettre en évidence de nouvelles triades comme oxygène, magnésium, soufre, basées uniquement sur cette notion de masse atomique, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe absolument pas de la similitude des propriétés chimiques. C'est un des premiers à avoir regardé uniquement les propriétés mathématiques entre ces masses atomiques sans se préoccuper de la chimie. Et puis il évoque aussi le fait que certains éléments peuvent appartenir à deux triades placées perpendiculairement. C'est donc le tout premier à avoir aperçu la possibilité d'un classement bidimensionnel des éléments. Ces deux grands chimistes du XIXe siècle, Jean-Baptiste Dumas et Peter Kremers, sont probablement passés au plus près du tableau périodique sans toutefois l'élaborer. Enfin, une dernière avancée, celle réalisée par Lensen en 1857. C'est un jeune homme de 20 ans, employé d'un institut agronomique, et il publie un article scientifique dans lequel il répartit 58 éléments en 20 triades et suggère même qu'il existe des relations entre différents groupes de triades qu'il appelle des supertriades, qu'il relie par une relation mathématique entre les valeurs de leur masse atomique. Toutefois, dans cette approche, Lensen est obligé de procéder à des réunions arbitraires de triades sans tenir compte de leurs propriétés chimiques. Et puis à noter qu'il s'est également servi de son idée de supertriade pour prédire les masses atomiques de l'herbium et du terbium, deux éléments qui n'étaient pas encore isolés à cette époque. Malheureusement, les valeurs qu'il va trouver se révéleront par la suite incorrectes. Alors, pour résumer cette longue liste de chimistes du début du XIXe siècle, précurseurs de ce tableau périodique, il faut dire que de nombreuses tentatives de classement des éléments ont donc vu le jour avant les années 1860, et qu'elles sont pilotées non plus seulement par les similitudes de propriétés chimiques de ces éléments, mais également par le rôle de plus en plus important que l'on donne
aux masses atomiques et aux relations mathématiques entre ces masses atomiques. Les différents progrès réalisés dans cette voie ont permis de découvrir qu'un simple classement des éléments selon l'ordre croissant des masses atomiques pouvait faire apparaître une périodicité dans leurs propriétés. Et à noter également que nombre de ces classements ont eu comme corollaire la prédiction de certaines masses atomiques ou la prédiction de l'existence de certains éléments. Alors, un des autres grands contributeurs à l'histoire du classement périodique des éléments, c'est le chimiste britannique Newlands. Il est employé du secteur privé, il travaille dans les raffineries de sucre, il n'occupera jamais le poste universitaire, il n'est donc pas au congrès de Karlsruhe, mais à partir de 1863, il publie plusieurs tableaux périodiques où les éléments chimiques sont ordonnés en fonction de leur masse atomique. Et ainsi, son tableau de 1863 comporte 11 groupes d'éléments aux propriétés analogues et dont les masses atomiques différaient entre elles d'un facteur 8 au multiple de 8. Il publie ce premier tableau de manière anonyme, puis ensuite, en 1865, il émet ce qu'on appelle la loi des octaves, selon laquelle les propriétés chimiques d'un élément de la table se retrouvent tous les 8 éléments. Il publie son tableau en 1865 avec 65 éléments classés par ordre croissant de leur masse atomique. Newlands va s'attirer malheureusement de nombreuses critiques. Sa loi des octaves va même être tournée en ridicule, et pourtant, 5 ans plus tard, Mendeleïev publia, indépendamment donc des travaux de Newlands, une forme plus élaborée de la table, basée également sur la masse atomique, et montrant la périodicité des propriétés chimiques des éléments, c'est le fameux tableau périodique. Et Newlands tenta longtemps de faire reconnaître l'antériorité de son classement sur celui de Mendeleïev. Il finit néanmoins par obtenir une récompense décernée au grand chimiste, la médaille Davy en 1887, 2 ans après Mendeleïev. Autre grand contributeur, William Hodling, qui est un Britannique, successeur de Faraday comme directeur de la Royal Institution of London. Il participe au congrès de Karlsruhe, il impose les idées de Cannizzaro et Avogadro en Angleterre, et puis il prend conscience, avant beaucoup d'autres, de l'importance des nouvelles valeurs des masses atomiques recommandées par Cannizzaro. Et donc en 1864, il publie un système périodique, analogue au premier tableau de Newlands, et qui comporte 57 des 60 éléments connus. Il est l'un des premiers à avoir identifié le phénomène de périodicité des propriétés chimiques. Dans 10 cas au moins, il note que cette périodicité intervient entre 2 éléments dont les masses atomiques diffèrent d'environ 16. Et puis, le chimiste américain Gustavus Heinrichs, d'origine allemande, c'est un touche-à-tout, un excentrique, un auteur prolifique, une publication de plus de 3000 articles en toutes les langues, une vingtaine de livres, et qui en 1867 publie en allemand un ouvrage dans lequel il propose un système périodique où les éléments sont placés sur une spirale. Il utilise pour cela les données les plus récentes, issues des travaux spectroscopiques de ses confrères allemands Kirchhoff et Bunsen sur les raies atomiques d'absorption, et il fait un lien entre les propriétés physiques et les masses atomiques pour constater une périodicité dans les propriétés physiques. Mais il va ensuite rechercher une analogie avec la régularité des orbites planétaires, et c'est ce qui fait qu'il va être plus ou moins déconsidéré par ses contemporains, et beaucoup hésitent encore à voir en lui aujourd'hui l'un des précurseurs du fameux tableau périodique. Et puis la contribution de Julius Lothar Meyer, c'est un des chimistes allemands les plus réputés de sa génération, il participe lui aussi au congrès de Karlsruhe, il prend connaissance également des valeurs des masses atomiques mesurées par Cannizzaro, et il établit en 1862 un tableau de 28 éléments, disposés en ordre croissant des masses atomiques. Il établit également des relations horizontales entre ces éléments. Et une caractéristique notable du tableau périodique de Lothar Meyer, c'est la présence de cases laissées vides, qui sont réservés à des éléments non encore connus à l'époque. Et l'apport principal de Lothar Meyer se situe dans l'utilisation de sa connaissance des propriétés physiques, en particulier les volumes atomiques, pour lequel il montre également l'existence d'une périodicité. Alors ensuite, Lothar Meyer et Mendeleïev entretiendront une violente controverse de priorité dans la découverte du tableau périodique. On notera d'ailleurs qu'en 1868, un an avant Mendeleïev, Lothar Meyer a établi un tableau plus complet et plus correct que celui du russe.
Mais pour une raison inconnue, ce tableau n'a été publié que 25 ans plus tard par Adolf Remelé, successeur au poste de professeur de Lothar Meyer, et l'un de ses collègues, Karl Sjöber, qui ont tenté d'établir, mais en vain, l'antériorité des travaux de leur maître. Et puis enfin, la contribution du français Alexandre-Émile Béguyer de Champ-Courtois. C'est un géologue, minéralogiste, il est ancien élève de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, où il a été nommé professeur en 1848, c'est un proche de la famille impériale, et il va publier en 1862 une proposition de classification des substances, là aussi basée sur les nouvelles valeurs des masses atomiques publiées par Cannizzaro, et il conçoit pour classer ces substances un graphe en forme de spirale qu'il positionne sur un cylindre qu'il appelle la vis tellurique, car l'élément central du graphe est le tellure. Il ordonne les éléments par ordre croissant de masse atomique le long de segments inclinés à 45 degrés de telle sorte que les éléments similaires sont alignés verticalement. Par exemple, le sodium, de masse atomique 23, se situe au-dessous du lithium de masse atomique 7. Et en ce faisant, son cylindre fait apparaître une périodicité de 16 entre éléments similaires, et il est donc l'un des premiers à observer la périodicité des éléments lorsqu'ils sont classés en fonction de leur masse atomique. Et donc voici la présentation de la vis tellurique de Champ-Courtois. Malheureusement, dans l'article qu'il a publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, le diagramme original n'apparaît pas, ce qui va rendre très difficile la compréhension du texte. Et puis, comme il utilise par ailleurs des termes propres à la géologie, son article n'a pas spécialement attiré l'attention des chimistes. Enfin, il a inclus dans le cylindre des composés non élémentaires, des oxydes, des acides, des alliages, ce qui a brouillé les pistes. Et donc, malgré l'importance de cette publication, le travail de Champ-Courtois est resté méconnu des chimistes, et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que certains auteurs lui attribuent l'antériorité sur Mendeleïev, mais il était déjà trop tard. Champ-Courtois a donc été le premier à reconnaître que les propriétés des éléments sont une fonction périodique de leur masse atomique. Mais comme on n'est plus à une controverse près sur l'origine du tableau périodique, il faut citer cette remarque de Henri Sainte-Claire Deville. Henri Sainte-Claire Deville, qui est un des grands chimistes français, qui, dès 1862, dans un compte-rendu à l'Académie des sciences, commente les travaux de Champ-Courtois en expliquant d'abord qu'il s'agit de spéculation, et que lui-même a développé, quelques années auparavant, un système de classification des corps simples qui offre quelques ressemblances avec celui de M. Champ-Courtois. Il explique, parce que Sainte-Claire Deville est un expérimentateur, qu'il est parti de constatations expérimentales et qu'il s'est rendu compte d'une certaine périodicité dans les propriétés chimiques des éléments. Il a ensuite été frappé, comme M. de Champ-Courtois, par des rapprochements numériques, des relations numériques qu'on pouvait faire entre les masses atomiques. Mais il explique bien que son travail est une confirmation de ce que l'on voit et non pas une déduction des résultats numériques. Et il termine cette note en expliquant que finalement, il réclame la priorité sur l'établissement de ce classement des atomes et de leurs propriétés. Cette évocation d'Henri Sainte-Claire Deville me permet de faire la transition avec la troisième partie de cet exposé qui va faire un petit focus sur la chimie en France au XIXe siècle, tout simplement parce que c'est un pays où la controverse sur l'existence même des atomes va durer extrêmement longtemps. Elle va courir pendant tout le XIXe siècle. On a vu à la fin du XVIIIe la grande figure de Lavoisier, grand chimiste français, et c'est toute une école qu'il a fait naître, dont je vais vous présenter quelques-uns. Tout d'abord, Claude-Louis Berthollet, qui est l'inventeur de l'eau de Javel, c'est le premier chimiste à se rallier à la théorie de la combustion de Lavoisier. Joseph-Louis Proust, qui va formuler la loi des proportions définies, loi extrêmement importante puisqu'elle va constituer l'une des étapes de la construction de la théorie atomique. Joseph-Louis Gay-Lussac, qui est un chimiste, mais qui est aussi un physicien de la théorie des gaz, et les travaux de Gay-Lussac vont permettre de mesurer avec plus de précision les masses atomiques. Et puis Michel Eugène Chevreul, qui est connu pour ses recherches sur les corps gras d'origine animale. Il explique en particulier la réaction de saponification, la fabrication des savons, mais il est aussi connu pour avoir accueilli Cannizzaro dans son laboratoire. Et puis la grande figure de la première moitié du XIXe siècle, Louis-Jacques Thénard, c'est un jeune homme extrêmement brillant qui, à la fermeture de son collège par la Révolution, part à Paris où il veut devenir pharmacien et puis finalement il rejoint le laboratoire de Nicolas-Louis Vauquelin. Il est nommé préparateur de chimie à l'école polytechnique
Et à l'âge de 27 ans, très jeune, il est nommé professeur de chimie au Collège de France, à la place de Vauquelin. Il travaille à la Faculté des sciences de Paris, puis à l'École polytechnique, et il va par la suite prendre un certain nombre de fonctions politiques. Alors les contributions de Thénard, elles sont très importantes. On peut en citer quelques-unes. Tout d'abord, la découverte du bleu de Thénard, un colorant qui va servir à colorer la porcelaine, un joli bleu. Il va travailler à la préparation du potassium, du sodium, qui avait été découvert par Sir Humphrey Davy. Il isole le silicium. Il découvre aussi l'eau oxygénée en 1818. Vous avez ici la réaction de fabrication de l'eau oxygénée. Et puis il est connu également pour avoir publié un traité de chimie en 1813. Il a une carrière publique, il est élu très jeune à l'Académie des sciences, il est fait chevalier, puis officier, puis commandeur et grand officier de la Légion d'honneur. Il est élevé au titre de baron héréditaire par le roi Charles X, il est élu député, nommé au Conseil royal de l'instruction publique, pair de France, et chancelier de l'Université de France, c'est-à-dire l'administration impériale qui est chargée des questions d'éducation. C'est donc un immense personnage, grand scientifique mais aussi politique, et il y a une petite ombre néanmoins à cette brillante carrière, c'est son combat contre Victor Hugo. Victor Hugo souhaitait limiter le temps de travail des enfants qui à l'époque travaillaient jusqu'à 16 heures par jour, et au nom de la sauvegarde de l'industrie nationale, Thénard va s'opposer à Victor Hugo, et Victor Hugo s'en vengera en créant le personnage de Thénardier dans le roman Les Misérables. Dumas, le successeur de Thénard à l'école polytechnique en 1835, également élu à l'Académie des sciences très jeune, fondateur de l'école de chimie organique française. Il va formuler les principes fondamentaux de la chimie générale, mesure de nombreuses densités de vapeur, ce qui sera également très utile pour la détermination des masses atomiques, et puis établit par exemple la théorie des substitutions en démontrant qu'il est possible de substituer l'hydrogène par du chlore dans les composés organiques. Il va s'intéresser aussi à la détermination du poids atomique du carbone, et son talent fit de nombreux jaloux. On retiendra ce qu'écrit de lui Liebig, le chimiste allemand. Cela mérite de voir à quel point ce drôle, en dépit de sa façon malpropre et invraisemblable de travailler, est capable, avec l'aide du démon, de vous sortir des chefs-d'œuvre de sa manche. Il va lui aussi se tourner vers une carrière politique. Il devient ministre de l'Agriculture et du Commerce. Il devient sénateur, puis sénateur lors du sacre de l'empereur. Il est nommé inspecteur général de l'enseignement supérieur pour les sciences, vice-président du Conseil impérial de l'instruction publique. C'est un immense savant et il va régner littéralement sur la chimie française pendant pratiquement 50 ans. Et son nom figure dans la liste des 72 noms de savants inscrits sur la Tour Eiffel. Et Henri Sainte-Claire Deville, dont nous avons déjà parlé, Deville fait des études de médecine à Paris, mais il se passionne pour la chimie. Dans son laboratoire personnel, il fait une grande découverte, la découverte du toluène. Il travaille également sur les essences de térébenthine et ses premiers travaux lui valent d'être remarqués par l'Académie des sciences et de préparer un doctorat de chimie qu'il soutient en 1843, année où il devient également docteur en médecine et licencié en mathématiques. Il est immédiatement envoyé à Besançon, où il devient professeur de chimie et premier doyen de la faculté des sciences en 1845. Là, il va travailler sur la composition des eaux, en particulier la composition des eaux du Doubs, à la demande de la ville de Besançon. Et puis, il va faire des travaux de chimie remarqués, qui lui valent d'être rappelé à Paris, parce qu'un brillant chimiste ne peut pas continuer à exercer en province. Il faut qu'il revienne à Paris, et il est nommé donc à l'École normale supérieure, où il restera jusqu'à son décès en 1881. Henri Sainte-Claire Deville, c'est un brillant expérimentateur. Il va découvrir ou redécouvrir de nombreux métaux, en particulier l'aluminium, pour lesquels il va poser les bases d'une production à l'échelle industrielle. C'est grâce au procédé Deville que l'aluminium, qui était un métal extrêmement coûteux, devient un métal bon marché, grand public. Il travaille également sur le platine, dont il va proposer l'utilisation pour réaliser les étalons internationaux de mesure, le mètre et le kilogramme. Il travaille sur les huiles, les pétroles, sur les équilibres chimiques. On lui doit en particulier la découverte du phénomène de dissociation dans les réactions chimiques et le phénomène de réversibilité. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est non seulement un brillant savant, mais c'est aussi un homme apprécié de tous. Et c'est un grand ami de Louis Pasteur. Et Deville va mourir en 1881 suite à ses expositions répétées aux vapeurs nocives que dégageaient ses expériences sur les métaux. Alors, quelques autres grands noms de la chimie française au XIXe siècle. Pelouse, tout d'abord, qui va travailler sur les nitriles, qui va déterminer avec une grande précision le poids atomique de plusieurs éléments.
Auguste Laurent, un des chimistes méconnus, un des grands chimistes du 19e siècle, mais très méconnu, qui est l'un des pères de la théorie atomique pourtant, qui est créateur de la notation atomique. C'est un des précurseurs de la chimie organique moderne et c'est aussi lui qui va pousser le jeune Louis Pasteur à l'École normale supérieure à faire une thèse sur la cristallographie. Charles Gerhardt, qui est le collaborateur et l'ami de Laurent, on lui doit la première synthèse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aspirine, dont il va déposer le brevet. Et il faut noter que Gerhardt et Laurent vont travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Ils auront beaucoup de mal à financer leurs travaux de recherche. Ils auront même du mal à trouver un laboratoire pour travailler parce qu'ils n'ont pas su entrer dans les bonnes grâces de Dumas qui régnait sur la chimie française à cette époque-là. Et puis évidemment Louis Pasteur, on le connaît beaucoup pour ses travaux sur la vaccination contre la rage. On le connaît aussi pour ses travaux sur le rôle des organismes vivants dans les fermentations. Mais Pasteur, c'est d'abord avant tout un chimiste. Et on lui doit en particulier une immense découverte qui est le rôle de la dissymétrie moléculaire, ce qu'on appelle la chiralité, en chimie. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qu'a fait Pasteur en chimie, mais c'est la découverte fondamentale de Pasteur en sciences, c'est cette importance de la dissymétrie moléculaire et de son lien avec les organismes vivants. Un autre grand chimiste français, c'est Charles-Adolphe Wurtz. Et j'en parle tout simplement parce que c'est un des rares chimistes français à avoir défendu dès le départ la thèse atomique, avec Gerhardt et Laurent, au détriment d'une autre théorie qui avait cours en France, qu'on appelait la théorie des équivalents, et dont je parlerai dans quelques minutes. Wurtz croyait à la réalité des atomes, ce qui lui vaudra d'ailleurs l'inimitié de Berthelot et un commentaire ironique que les atomes existent, Wurtz les a vus. C'est un pédagogue apprécié. Malheureusement, là aussi, il y a une ombre au tableau, c'est ce qu'on appelle l'affaire Cooper, dont je peux dire quelques mots. C'est en 1858, un des collaborateurs de Wurtz, le chimiste écossais Archibald Cooper, rédige un article qu'il intitule Une nouvelle théorie chimique, et il demande à Wurtz de présenter cet article à l'Académie des sciences, et sans que l'on sache réellement pourquoi, Wurtz ne présentera pas cet article, il va le laisser sur un coin de son bureau, et en mai 1858 paraît un article sur le même sujet du chimiste Kekulé, chimiste allemand. Et indigné par cette publication qui fera la gloire de Kekulé, Cooper reproche violemment à Wurtz d'avoir retardé volontairement sa publication. Outré par cette impertinence, Wurtz va donc renvoyer Cooper de son laboratoire. Entre-temps, Kekulé critique publiquement Cooper, il dénie toute antériorité à celui-ci, et Wurtz n'intervient pas pour défendre Cooper. Cooper rentre en Écosse et il va sombrer dans une profonde dépression dont il ne sortira jamais. Et ses premiers travaux, donc, ont été parmi les plus importants de l'époque, mais sa carrière a été l'une des plus brèves à cause de cette malheureuse histoire. Et puis enfin, je cite un autre chimiste qui lui est complètement inconnu, mais c'est Jacques-Joseph Hebelman, et pourtant c'est un chimiste franc-comtois, il est né à Baume-les-Dames, c'est un ingénieur, au départ un ingénieur de l'école des mines, et il va découvrir en 1847 une méthode de synthèse simple pour obtenir plusieurs pierres précieuses artificiellement, et en travaillant sur le cycle du carbone sur Terre, il est le premier scientifique à imaginer que l'atmosphère peut être modifiée par les êtres vivants. Son nom est inscrit sur la tour Eiffel et on peut considérer que c'est le tout premier à avoir fait le lien entre l'activité humaine, l'émission d'acide carbonique, ce qu'on appelle l'acide carbonique, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, et les modifications climatiques. Et enfin, je terminerai par Berthelot, sans doute le plus grand de tous les chimistes de cette deuxième moitié du XIXe siècle, Marcellin Berthelot. C'est le fils d'un médecin, il devient docteur en sciences en 1854. Il occupe un emploi de préparateur dans le laboratoire de Ballard au Collège de France. Il est remarqué par Dumas et, entré dans les bonnes grâces de Dumas, il est nommé professeur à la faculté de pharmacie de Paris. Il devient ensuite titulaire d'une chaire de chimie organique au Collège de France. Alors son œuvre, elle est en chimie, elle est immense, hein, tant en chimie minérale qu'en chimie organique. C'est un des fondateurs de la thermochimie. Il est membre de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences, de l'Académie française. Il intervient de manière héroïque dans la défense de Paris en 1870 et ceci l'entraîne vers la vie politique qui va marquer la deuxième moitié de sa carrière. Il est élu député, sénateur inamovible, nommé ministre de l'Instruction publique, puis ministre des Affaires étrangères. Berthelot règne sur la science, sur la chimie en France durant une vingtaine d'années, à la jonction entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. C'est un esprit hors du commun, c'est un savant génial, un des plus grands savants de tous les temps, diront ses collaborateurs, c'est un écrivain, un philosophe. Il semble avoir exercé sur ses contemporains une grande fascination, et son influence sur la chimie française a été considérable, pour le meilleur et malheureusement pour le pire. Il est marié à Sophie Naudet,
Et il avait toujours affirmé qu'il ne survivrait pas à son épouse. Et effectivement, celle-ci est morte le 18 mars 1907 à 17h dans les bras de son mari, quelques minutes avant que lui aussi ne s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Ils ont eu droit à des obsèques nationales en 1907 au Panthéon, et puis la famille refusant que Berthelot soit séparé de son épouse, celle-ci a été la première femme à entrer au Panthéon. Elle n'y est entrée malheureusement que comme l'épouse d'un grand scientifique et non pas pour ses mérites personnels. À noter que 1907, année du décès de Berthelot, à cette époque est pris un décret qui explique que toutes les années en 7 seront des années commémoratives de ce qu'a été Berthelot. Alors, 1917, malheureusement, on n'a pas pu célébrer Berthelot. Il a été célébré en 1927 et puis ensuite c'est tombé dans l'oubli. Il faut dire que les controverses sur le rôle exact de Berthelot ont été de plus en plus nombreuses par la suite. Berthelot va être en effet un des acteurs principaux de la grande controverse du XIXe siècle qui va opposer d'un côté la théorie atomique et de l'autre la théorie des équivalents, en particulier en France. Alors la théorie des équivalents, c'est simplement une théorie qui est basée sur un rapport pondéral permettant d'expliquer comment les corps se combinent les uns avec les autres. Ainsi, par exemple, puisqu'on mesure expérimentalement un rapport de 1/8 entre les masses d'hydrogène et d'oxygène, qui sont nécessaires pour fabriquer de l'eau, eh bien les équivalentistes disent que l'oxygène est équivalent à 8 fois l'hydrogène. Et donc ils écrivent la formule de l'eau OH en attribuant à l'hydrogène un poids égal à 1 et à l'oxygène un poids égal à 8. En théorie atomique, la formule de l'eau, elle s'écrit H2O, il faut 2 atomes d'hydrogène se combinant avec un atome d'oxygène pour former une molécule d'eau. Et dans cette formulation, le poids atomique de l'hydrogène est égal à 1 et celui de l'oxygène est égal à 16. Parmi les partisans de la théorie des équivalents se comptent les plus grands chimistes français du milieu du XIXe siècle, au premier rang desquels Dumas, Sainte-Claire-Deville et puis surtout Marcellin Berthelot. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, quelques chimistes français commencent néanmoins à adopter cette notation atomique, comme Wurtz par exemple, dont nous avons parlé. Et à cette époque, il faut noter que la notion d'atome, elle s'est imposée partout ailleurs dans le monde. Mais Berthelot a profité de ses fonctions d'inspecteur général de l'enseignement supérieur, puis de ministre de l'instruction publique, pour exercer ce qu'on pourrait appeler une véritable dictature intellectuelle sur le milieu scientifique français. Berthelot refuse l'existence des atomes, il n'y croit pas. Les chimistes français ne doivent pas y croire. Et tout chimiste qui s'opposait à cette vision de Berthelot voyait sa carrière académique fortement compromise. Et malheureusement, l'action de Berthelot en ce domaine va faire prendre un retard considérable à la science française, en particulier à la chimie française, par rapport à la chimie allemande. Et on a par exemple un débat resté célèbre à l'Académie des sciences en 1877 sur la notation chimique. Sainte-Claire-Deville déclare que la loi d'Avogadro est une hypothèse, pure et simple, minée par les faits et les raisonnements de toutes sortes. Wurtz répond que cette loi n'est que la prolongation de celle de Gay-Lussac, et que la science ne recule pas et ne doit pas reculer. Berthelot intervient pour dire qu'il ne faut pas confondre une loi et une hypothèse. Il dit qu'Avogadro et Ampère ont énoncé une hypothèse, qui était que tous les gaz renfermaient le même nombre de molécules sous le même volume, mais en réalité, dit Berthelot, nous ne voyons pas les molécules, et on n'a aucun moyen connu pour les compter, et puisqu'on ne les voit pas, il ne faut pas y croire. Et Wurtz fait remarquer néanmoins que la notation des équivalents, quelque part, repose sur la même idée de ces petites particules et qu'on croit aux équivalents alors qu'on ne croit pas aux atomes. Bon, à noter que ce sont les physiciens qui trancheront définitivement ce débat avec la théorie cinétique des gaz, la découverte des rayons X, l'étude du mouvement brownien, la naissance de la physique quantique et la détermination expérimentale du nombre d'Avogadro par Jean Perrin au début du XXe siècle. En France, il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la chimie finisse par croire à la théorie atomique et à l'existence des atomes. Donc en France, plus qu'ailleurs, cette bataille qui a fait rage entre atomistes et équivalentistes fait que les chimistes français, en tout cas les grands chimistes français, sont totalement absents de l'histoire du tableau périodique. Donc, après avoir en quelque sorte posé le décor en définissant la notion d'éléments chimiques, en présentant les précurseurs du tableau périodique de ces éléments, et puis pour ce qui concerne la France, les acteurs principaux de l'étude de ces éléments chimiques, mais aussi de cette grande controverse sur l'existence ou non des atomes, venons-en maintenant au cœur de cet exposé, l'œuvre de Mendeleïev. Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. C'est le dernier né d'une fratrie de 17 ou 18 enfants, le fils d'un professeur de philosophie qui deviendra aveugle et contraint d'abandonner son métier.
Mendeleïev est né à Tobolsk, en Sibérie, le 27 janvier 1834. Sa mère, Maria Dmitrievna, qui est décrite comme une femme exceptionnelle, issue d'une famille d'industriels, obtint l'autorisation de réouvrir une verrerie abandonnée ayant appartenu à sa famille, ce qui permettra d'assurer une certaine aisance jusqu'au décès du père. Dmitri avait alors 14 ans, la famille part s'installer d'abord à Moscou, où le frère de sa mère lui interdit de faire des études car il jugeait la chose la moins utile au monde. Maria part alors avec sa famille pour Saint-Pétersbourg. Elle réussit à faire admettre Dmitri à l'Institut pédagogique où le père avait lui-même été élève. Maria meurt peu après, laissant Dmitri seul, malade de la tuberculose. Il est néanmoins nommé, après de brillantes études, en 1856, professeur de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg. Il y devient ensuite professeur titulaire de chaire une dizaine d'années plus tard, après avoir passé 2 ans à Heidelberg, dans le laboratoire du chimiste Bunsen. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Dmitri se liera d'amitié avec le chimiste et compositeur Borodine. C'est aussi à cette occasion que Dmitri Ivanovitch Mendeleïev va tisser un réseau avec quelques-uns des grands chimistes européens de cette moitié du XIXe siècle. Et on verra l'importance que ça a pu avoir dans la conception de son tableau périodique. Mendeleïev est marié en 1863. Il a 2 enfants de cette épouse avec laquelle il ne s'entend pas. Les scènes de ménage sont fréquentes. Et alors qu'il est âgé de 42 ans, en 1876, il tombe éperdument amoureux d'une jeune étudiante de 17 ans. Bien que toujours marié, il va lui faire une cour assidue et il finira par l'épouser après avoir obtenu le divorce, même si aux yeux de l'Église orthodoxe, il sera considéré comme bigame. Et le fait ayant été rapporté au tsar, celui-ci dira « Si Mendeleïev avait 2 épouses, le tsar, lui, n'avait qu'un seul Mendeleïev ». Ce second mariage fut beaucoup plus heureux et de ce mariage sont nés 4 enfants. Mendeleïev est décrit comme un brillant chimiste, il a travaillé notamment sur les pétroles. C'est un physicien également reconnu, il a travaillé sur les liquides. Il est décrit comme distrait, impatient, irascible. On raconte qu'il se souciait peu de son apparence physique, il se rendait 1 fois par an seulement chez le coiffeur. Et il deviendra à la fin de sa vie victime comme son père de la cataracte, terminera ses jours quasi aveugle et mourra le 20 janvier 1907. Alors Mendeleïev et son tableau périodique. On a l'habitude de dire que c'est au cours de la rédaction d'un manuel de chimie inorganique pour les étudiants que Mendeleïev a été amené à développer son système périodique. Mais en fait, dès ses premiers travaux de chimie en 1856, Mendeleïev a étudié en détail les propriétés chimiques et les volumes spécifiques de nombreuses substances. On a vu que au milieu du XIXe siècle, il séjourne à Heidelberg où il travaille sur la densité des gaz et l'ébullition des liquides avec 2 chimistes allemands prestigieux, Kirchhoff et Bunsen, ce qui lui permet en 1860 de participer au fameux congrès de Karlsruhe. Et dès l'année suivante, il publie un manuel de chimie organique dont le succès en Russie lui vaut d'obtenir le prix Demidov et une certaine audience parmi ses collègues chimistes. En 1865, il passe enfin sa thèse de doctorat sur le sujet considération sur la combinaison de l'alcool et de l'eau, et c'est là qu'il commence à réfléchir en parallèle à l'écriture d'un second manuel de chimie à l'image du premier, mais dédié cette fois à la chimie inorganique. En 1867, il est nommé professeur de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg, où il enseigne donc la chimie minérale. Il rédige alors les principes de chimie, et c'est au cours de cette rédaction qu'il aboutit à la classification périodique des éléments. Et la première version de son tableau est présentée le 6 mars 1869 devant la Société chimique russe. Et contrairement à ce que l'on a souvent écrit, cette classification ne lui est pas apparue subitement, elle est au contraire le fruit d'un patient travail, très certainement initié après sa participation au congrès de Karlsruhe et sa rencontre avec les plus grands chimistes de l'époque. Alors, quelle inspiration pour Mendeleïev ? Dans la genèse de son tableau périodique, il apparaît clairement qu'il n'adopte ni le concept de triade, que nous avons vu précédemment, ni l'hypothèse de Prout sur l'existence d'un élément primordial. Il semble qu'il mette un peu de temps avant d'adopter les masses atomiques mesurées par Cannizzaro, puisqu'en 1864 ou 1865, il utilise encore dans ses notes de cours la notion d'équivalent pour 13 des 53 éléments qu'il énumère. Donc vous voyez, on est encore à une période où atomes, équivalents, les chimistes hésitent encore. Et ce n'est qu'en 1868 qu'il finit par utiliser enfin les masses atomiques de Cannizzaro pour 22 éléments et qu'il en perçoit sans doute toute l'utilité pour leur classement. Toutefois,
il est impossible de savoir précisément comment Mendeleïev est arrivé à l'écriture de son tableau périodique. Lui-même soutient qu'il n'avait pas eu connaissance des systèmes publiés par ses contemporains. On a vu les systèmes de Champ-Courtois, d'Odling, de Newlands, Lothar Meyer par exemple. Il reconnaît toutefois l'inspiration qu'il doit à quelques précurseurs comme Kremer, Spettenkofer, Dumas ou Lensen. On ne peut pas imaginer que cette omission des grands précurseurs du tableau périodique soit due à l'isolement des savants russes à cette époque, car l'école de chimie russe avait une très bonne réputation, et puis on a vu de plus que Mendeleïev avait voyagé, il a passé 2 ans en Allemagne, il a participé au congrès de Karlsruhe, il a rencontré les chimistes de l'époque. Donc il avait certainement une très bonne connaissance de la littérature scientifique, qui était d'ailleurs à l'époque publiée dans plusieurs langues. On raconte toutefois que ce tableau périodique fut la révélation d'une journée. Et dans les archives de Mendeleïev se trouve une lettre datée du 17 février 1869. Elle est adressée aux chimistes par un certain Alexei Ivanovitch Kodnev, qui est secrétaire de la Société d'économie libre de Saint-Pétersbourg et qui concerne les préparatifs d'une visite de fromagerie dans laquelle Mendeleïev devait se rendre pour vérifier les installations. Et au dos de cette lettre, Mendeleïev, qui utilise cette lettre comme brouillon, compare les masses atomiques de certains des éléments qu'il veut étudier dans son livre de chimie organique, après avoir traité des métaux alcalins. Et le regroupement que Mendeleïev présente sur ce brouillon est la première ébauche connue de son système périodique. Ainsi, en l'espace d'une journée, ce fameux 17 février 1869, Mendeleïev a non seulement commencé à faire des comparaisons horizontales entre les éléments, mais il a encore fourni la première version d'un tableau périodique qui comporte la quasi-totalité des éléments connus. Et ce tableau va être publié très rapidement, puisque le 6 mars 1869, Nikolai Alexandrovitch Menchutkin présente la table de Mendeleïev lors d'une séance de travail de la Société de chimie russe. Ce tableau fait l'objet d'une première publication en russe quelques jours plus tard, et on notera d'ailleurs que ce tableau il est présenté en colonne et non en ligne. Et une fois que Mendeleïev eut abouti à un système périodique cohérent, il en fera imprimer 200 exemplaires qu'il adressa aux chimistes de Russie et d'Europe en différentes langues, comme celui-ci qui est présenté en allemand. Alors, on notera dans cette première communication plusieurs espaces vacants où Mendeleïev se laisse aller à des prédictions en anticipant l'existence de beaucoup d'éléments non encore découverts, analogues à l'aluminium et au silicium par exemple, avec des masses atomiques comprises entre 65 et 75. Ces éléments seront découverts plus tard et prendront le nom de gallium, découvert en 1875, et germanium, découvert en 1886. De même, Mendeleïev réserve un emplacement pour un élément inconnu de masse égale à environ 45, ce sera le scandium qu'on découvrira en 1879. Et à noter que Mendeleïev prédira par analogie non seulement la masse, mais aussi d'autres données concernant ces 3 éléments. Et c'est ce qui va faire la puissance et la renommée du tableau de Mendeleïev, c'est cette possibilité de prévoir l'existence d'un certain nombre d'éléments qui devaient s'insérer de manière logique dans la succession des masses atomiques des éléments présents dans le tableau. Ceci étant, ça n'est pas le seul à avoir fait ce genre de prédiction, comme nous l'avons vu précédemment. Enfin, Mendeleïev a procédé à l'inversion des positions du tellure et de l'iode parce que ça n'était pas cohérent. Leur positionnement dans le tableau que Mendeleïev devait construire n'était pas cohérent. Donc il a préféré les inverser pour retrouver cette cohérence qu'il sentait à l'intérieur de cette classification des éléments. Il n'est cependant pas tout à fait établi qu'il l'a fait sans savoir que d'autres avant lui, Odling et Lothar Meyer par exemple, avaient réalisé également les mêmes inversions. Donc toujours cette problématique de qu'est-ce que Mendeleïev doit à ses prédécesseurs et qu'est-ce qui a été réellement découvert et classé par lui-même. Au total, Mendeleïev va publier une trentaine de tableaux et puis établir les ébauches manuscrites d'une trentaine d'autres de types divers, horizontal, vertical, hélicoïdal ou de format long. On le voit ici en train de travailler à la fin de sa vie en 1904 dans sa maison. Alors quelles sont les 8 conclusions que l'on peut tirer des travaux de Mendeleïev qu'il a lui-même énoncés dès sa première publication? D'abord, lorsqu'on arrange les éléments en fonction de leur masse atomique, une périodicité de leurs propriétés devient évidente. Donc cette notion de tableau périodique, périodicité des propriétés des éléments arrangés en fonction de leur masse atomique. Des éléments similaires en ce qui concerne leurs propriétés chimiques possèdent soit des masses atomiques voisines, soit des masses
qui augmente de façon régulière d'un terme au suivant. On retrouve cette notion d'incrément de masse qui avait été évoquée par les prédécesseurs de Mendeleïev. L'arrangement d'éléments ou de groupes d'éléments selon les masses atomiques correspond à ce qu'on appelle leur valence, c'est-à-dire leur possibilité de former des liaisons avec d'autres éléments. Les éléments les plus largement répandus dans la nature présentent des masses atomiques peu élevées. Plus la masse atomique est faible, plus l'élément est présent dans la nature. Les éléments de masse atomique élevée sont des éléments de plus en plus rares. C'est quelque chose qui rejoint les découvertes actuelles de l'astrophysique, où la masse des éléments, la formation des éléments au cœur des étoiles permet d'expliquer leur abondance décroissante en fonction de leur masse. La taille de la masse atomique détermine le caractère d'un élément, tout comme la taille d'une molécule détermine celui d'un composé. Il faut s'attendre à la découverte d'un certain nombre d'éléments encore inconnus, par exemple des éléments analogues à l'aluminium et au silicium, dont les masses atomiques devraient se situer entre 65 et 71 unités. Donc toujours cette idée que ce classement périodique, logique, des éléments en fonction de leur masse atomique et de leurs propriétés chimiques permet de deviner qu'il en manque dans le tableau à certaines positions insérables entre des éléments connus. Et la masse atomique d'un élément peut quelquefois être adaptée grâce à la connaissance de celle d'éléments adjacents. Ainsi, la masse atomique du tellure doit être comprise entre 123 et 126 et ne peut pas être 128. Mendeleïev explique que si l'on suit la logique de son classement dans le tableau périodique, effectivement, des mesures de masse atomique pour certains éléments doivent être fausses et il faut corriger ces mesures pour qu'elles correspondent à la logique de son tableau. Ça, c'est un point, on l'a vu précédemment, qui a par exemple été combattu par des chimistes comme Sainte-Claire de Ville, qui eux ne croyaient qu'à l'expérience et non pas à ce genre de déduction tirée de lois mathématiques. Et enfin, certaines propriétés caractéristiques des éléments peuvent être prédites à partir de leur masse atomique. Alors on notera que la plupart des affirmations précédentes avaient déjà été plus ou moins mises en avant par les précurseurs du tableau périodique, mais c'est la première fois qu'elles sont toutes rassemblées et posées avec autant de certitude. Alors, Mendeleïev était-il un génie ou était-il tout simplement plus audacieux que ses prédécesseurs? La question reste posée, d'autant plus que si on se focalise beaucoup sur les succès de Mendeleïev, c'est-à-dire la découverte d'éléments encore inconnus, il y a un certain nombre des prédictions de Mendeleïev qui se sont avérées par la suite totalement inexactes. Alors, ce qui va faire le succès du tableau périodique de Mendeleïev et qui va l'imposer dans la communauté des chimistes, c'est peut-être que Mendeleïev était un peu plus philosophe que les autres et va se pencher sur la nature des éléments. En développant son système périodique, Mendeleïev prend conscience du problème de la survivance intacte des éléments dans leur combinaison chimique. Prenons un exemple simple. Le sel de cuisine, qu'on appelle du chlorure de sodium, il est composé d'atomes de sodium et d'atomes de chlore, tels qu'on les connaît actuellement. C'est un corps blanc, cristallin. Mais si on regarde les atomes qui le composent, le chlore a comme origine un gaz vert, dangereux. Le sodium, c'est un métal alcalin, argenté, qui réagit violemment avec l'eau. Or, ni le métal sodium ni le gaz chlore ne sont identifiables dans leur combinaison en chlorure de sodium. Donc, que peuvent être ces éléments chlore et sodium? Si on regarde ce que la chimie connaît à l'époque, avec Lavoisier, la chimie avait introduit le concept de substance simple et d'ingrédients matériels de ces substances. Une substance simple, c'est tout simplement une substance qui ne peut pas être décomposée par aucun moyen connu. Ça impose à ce corps simple un statut provisoire, puisqu'il peut être remis en question en fonction des résultats d'analyse plus perfectionnés ou de la mise en œuvre de moyens techniques nouveaux. Par exemple, l'oxygène, que Lavoisier a étudié, on identifiera plus tard la molécule d'oxygène comme étant décomposable en des corps plus simples, les atomes d'oxygène. Pour autant, il existe un autre problème, c'est-à-dire qu'un corps simple, même non décomposable, peut se présenter sous plusieurs formes, ou avec plusieurs propriétés différentes. Par exemple, le carbone. Le carbone, il peut être sous la forme charbon de bois, il peut être sous la forme graphite, il peut être sous la forme diamant. Alors ce sont ces constatations qui vont commencer à construire la notion d'élément au XIXe siècle. La chimie, à la fin du XVIIIe siècle, elle a abandonné le principe de la formation des substances à partir des 4 éléments que considéraient les Grecs, le feu, la terre, l'eau et l'air, mais elle va en garder l'idée que toutes les substances sont composées d'éléments
qui sont des entités abstraites qui, contrairement au corps simple, restent présentes dans le composé. Par exemple, le corps simple sodium, qui n'est pas décomposable en autre chose, en entité plus petite, il n'est plus présent avec ses propriétés dans le composé chlorure de sodium. Par contre, on va considérer que c'est l'élément sodium qui s'associe à l'élément chlore. De même, l'élément carbone est présent dans le graphite comme dans le diamant, alors qu'on ne peut pas définir les propriétés d'un corps simple carbone, puisque ces propriétés changent avec la forme sous laquelle il se présente. Donc au XIXe siècle, on va poser 3 concepts pour caractériser la notion d'élément. C'est le support des propriétés chimiques ou physiques, c'est un constituant matériel indestructible des substances qui permet de satisfaire la loi de conservation de la matière, et il n'est pas observable matériellement contrairement aux corps simples, qui eux peuvent d'ailleurs se présenter sous des formes différentes. Et donc c'est cette notion-là d'élément, qui n'est pas tout à fait la même que celle des corps simples, qui est adoptée par Mendeleïev, ce qui lui évite d'ailleurs de se poser soigneusement la question des atomes, dont la chimie, on l'a vu à l'époque, n'était pas encore particulièrement friande. Bon, c'est donc l'établissement progressif au cours du XIXe siècle de cette notion d'élément qui va permettre à Mendeleïev de se faire sa propre idée philosophique, si je puis dire, de ce que sont les éléments chimiques. Pour lui, un élément, c'est une entité qui n'est pas observable, mais qui constitue l'essence même du corps simple. L'élément, il est ainsi immuable, alors qu'un corps simple peut se présenter sous plusieurs formes. On l'a vu pour l'élément carbone, qu'on peut retrouver sous la forme du diamant, sous la forme du charbon de bois, etc. Et même si le corps simple perd son statut suite à de nouvelles explorations, comme l'oxygène par exemple, l'élément qu'il constitue, lui, ne change pas, c'est toujours l'élément oxygène. Et c'est donc cette idée qui conduit Mendeleïev à penser que, de même que l'élément survit intact au cours de la formation d'un composé, il doit y avoir au moins une propriété de cet élément qui subsiste. Et cette propriété ne peut être pour lui que la masse atomique, qui est le seul attribut mesurable qui survive dans le composé. Donc Mendeleïev franchit probablement le pas que ses prédécesseurs n'avaient pas osé, en associant ces deux grandeurs l'une à l'autre. Un élément est caractérisé par sa masse atomique. Et Mendeleïev a la conviction que cette loi périodique qui s'applique aux éléments abstraits, elle est aussi fondamentale que les lois de la physique. Et c'est probablement cette idée de loi fondamentale qui lui a permis de se lancer dans la prédiction de l'existence de nouveaux éléments ou d'éléments manquants, parce que ces éléments devaient obéir comme les autres à cette loi fondamentale. Il y a donc dans la construction du tableau périodique de Mendeleïev cette philosophie de la chimie qui repose sur une loi fondamentale. Et c'est probablement ce statut-là, de loi fondamentale, qui explique la pérennité du tableau. Et on notera d'ailleurs que même si la physique a démontré au cours du XXe siècle que les atomes sont décomposables en particules plus petites, c'est tout ce qu'on appelle le domaine de la physique atomique et nucléaire, c'est par exemple le fait qu'un atome est constitué d'un noyau, comme on l'a vu, avec des protons, des neutrons, des électrons, que ces protons-neutrons sont également décomposables en particules plus petites, c'est tout le domaine de la physique des particules avec les accélérateurs, les grands accélérateurs comme celui qui est au CERN à Genève, où par collision on casse les particules en plusieurs particules plus petites. Eh bien eux, les chimistes, peuvent continuer à ignorer cette physique atomique dans la plupart de leurs réalisations. La loi fondamentale que constitue le tableau périodique est suffisante dans la plupart des cas pour les activités de chimie. Alors finalement, pourquoi Mendeleïev plutôt que Champ-Courtois ou Lothar Meyer ou d'autres encore? Au cours de la décennie 1860, nous avons vu que 6 chercheurs au moins, dont Mendeleïev, ont créé, a priori indépendamment les uns des autres, des systèmes périodiques. Alors on pense souvent que ce sont les prédictions de Mendeleïev qui ont fait le succès de son tableau périodique. Mais en fait, d'autres avant lui, et en particulier Lothar Meyer, avaient fait des prédictions du même genre. Et même si Mendeleïev a fait plus de prédictions que les autres, même s'il a inversé la position de l'iode et du tellure, même s'il a corrigé théoriquement les masses atomiques de certains éléments, on oublie souvent de dire que sur la vingtaine de prédictions faites par Mendeleïev, seule la moitié s'est révélée exacte. Alors quelques pistes. D'abord Champ-Courtois. Champ-Courtois n'était pas un chimiste. Il a construit un système compliqué à visualiser, compliqué à comprendre, probablement qu'on lui a fait très peu de publicité. Lothar Meyer, c'est un Allemand, et dans un système où dans une période où l'impérialisme prussien faisait peur, en particulier en France, on approche de la période 1870, de la fameuse guerre
franco-allemande, peut-être que la communauté des chimistes n'a pas trop voulu regarder ce qui se passait du côté de l'Allemagne. Il y a eu d'autres grandes controverses, en particulier sur la théorie atomique, entre les chercheurs français et les chercheurs allemands. Et probablement que le tableau périodique de Mendeleïev s'est imposé parce qu'il l'a établi lui-même comme étant une loi fondamentale de la chimie, et qu'à partir du moment où il s'agit d'une loi fondamentale, évidemment, personne ne peut la contredire. Et dans le même temps, il a eu en quelque sorte l'habileté d'avoir une vision philosophique des éléments qui lui évite de rentrer dans le piège du débat atome équivalent dont on a vu qu'il avait fait rage au cours du XIXe siècle, et c'est probablement le fait d'éviter ce débat qui a assuré le succès de sa vision, tout particulièrement en France. Et nous avons donc vu quelle était la vision que Mendeleïev avait des éléments. Nous allons voir maintenant dans la dernière partie de cet exposé ce que les développements scientifiques du XXe siècle, et en particulier l'apport des physiciens, ont pu amener sur cette notion d'éléments et d'atomes. Et donc, pour comprendre le tableau périodique actuel, il est nécessaire de faire le point sur la vision que l'on a aujourd'hui des atomes, vision qui est basée sur ce qu'on appelle la révolution quantique, c'est-à-dire cette théorie de la matière à l'échelle de l'infiniment petit, telle qu'elle a été introduite au début du XXe siècle par les physiciens. On a vu que tous les atomes étaient constitués d'un noyau qui contient des protons, des neutrons. Localisés autour de ce noyau, vous avez des électrons, et ce qui va différencier les atomes, c'est le nombre de chacune de ces particules. La physique quantique, elle a permis de donner une vision cohérente et argumentée de l'organisation de ces particules au sein de l'atome, et c'est l'organisation des électrons dans les atomes qui est nécessaire à la compréhension du tableau périodique, même si les électrons comptent finalement pour quantité négligeable dans la masse atomique, qui est pourtant le critère d'organisation des éléments dans le tableau périodique. Alors que nous apprend la physique quantique? En fait, la physique quantique, elle a été introduite pour expliquer au début du XXe siècle un certain nombre d'observations expérimentales que l'on ne pouvait pas expliquer avec les modèles classiques. Alors la physique quantique, elle est basée sur le principe que les électrons ne peuvent avoir que certaines énergies bien précises, et qu'ils peuvent par contre passer d'un état d'énergie à un autre uniquement en faisant un saut d'énergie correspondant à une quantité exacte qu'on appelle un quantum d'énergie. Et cette idée l'a conduit à imaginer tout d'abord un modèle de l'atome dans lequel les électrons sont répartis sur des niveaux différents, chacun de ces niveaux correspondant à une valeur donnée de l'énergie. Et on peut passer d'un niveau d'énergie à un autre, par ce qu'on appelle une transition électronique, en absorbant ou en émettant de l'énergie, phénomène qui se traduit par l'absorption ou par l'émission, par exemple, d'une onde électromagnétique. Alors, pour mieux comprendre le tableau, regardons le modèle de l'atome, les tout premiers modèles de l'atome qui ont été construits, des modèles simplifiés au début du XXe siècle. Un grand nombre de propriétés de la matière ne peuvent s'expliquer que si ces électrons sont répartis en différentes couches autour du noyau. Et l'un des modèles les plus populaires a été proposé par le physicien Niels Bohr. Dans ce modèle, les électrons sont représentés sur des orbites circulaires comme dans un modèle planétaire. Et chacune de ces orbites correspond à une couche électronique et possède une énergie bien précise. La première couche autour du noyau s'appelle la couche K, sur laquelle on peut mettre 2 électrons au maximum. La suivante s'appelle la couche L, sur laquelle on peut mettre 8 électrons au maximum. La couche suivante, la couche M, avec 18 électrons, etc. Alors cette notion de couche électronique, elle permet d'expliquer pourquoi les éléments dans le tableau sont répartis sur des lignes les unes en dessous des autres, ce qu'on appelle des périodes. Tous les éléments d'une même ligne appartiennent à une période. Ils ont tous le même nombre de couches électroniques. Et la numérotation de la période correspond tout simplement au nombre de couches. Par exemple, le carbone, dans le tableau périodique, il est situé sur la deuxième ligne, donc il appartient à la période 2, parce que c'est un atome qui, dans le modèle de Bohr, a 2 couches électroniques. Et pour l'instant, aucun élément connu n'a plus de 7 couches électroniques, donc il n'y a pas plus de 7 lignes dans le tableau périodique. Et quand on lit une ligne, on se déplace en fait au sein d'une même période, correspondant à un remplissage progressif des couches électroniques. Alors, si on regarde dans le modèle de Bohr la première couche, la couche K, elle correspond à 2 électrons au maximum. On peut donc avoir sur cette première ligne 2 éléments au maximum. C'est effectivement la position de l'hydrogène et de l'hélium. La deuxième ligne du tableau correspond à 2 couches, la couche K et la couche L. Vous pouvez donc ajouter sur cette deuxième ligne 8 éléments supplémentaires qui seront lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Malheureusement, à partir de la troisième couche, la couche M, qui contient 18 électrons, ça commence à se compliquer parce que on a a priori sur le tableau initial que 8 éléments,
sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Et on voit bien qu'on devrait pouvoir en mettre d'autres, puisqu'il y a 18 électrons possibles sur cette troisième couche. Et effectivement, à partir de la troisième et de la quatrième période, le modèle de Bohr ne permet pas d'expliquer la présence de ce qu'on va appeler les éléments de transition, scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, dans ce tableau périodique. Et il faut attendre la description quantique complète de l'électron, un modèle encore plus compliqué, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et cette explication, sans rentrer dans les détails, on la doit aux travaux de Louis de Broglie et de Erwin Schrödinger. Le premier va poser ce qu'on appelle la théorie de la nature ondulatoire des particules et donc de l'électron, ce qui lui vaudra le prix Nobel en 1929. Et le second va établir une équation fondamentale de la physique quantique qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive. C'est l'équivalent de la relation fondamentale de la dynamique en mécanique classique, c'est-à-dire la relation qui pilote le mouvement des objets à notre échelle, pour ceux qui connaissent un petit peu la physique. Et l'équation de Schrödinger, elle explique qu'une particule comme l'électron peut être décrite entièrement par un objet mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. La résolution de l'équation de Schrödinger pour les atomes introduit une nouvelle notion en physique, qui est ce qu'on appelle la notion d'orbital atomique. C'est un objet mathématique tout simplement, mais qui est une vision qui doit se substituer à celle des couches atomiques pour comprendre mieux les propriétés de l'atome. En mécanique quantique, une orbitale atomique, donc c'est une fonction, un objet mathématique qui donne la probabilité que l'électron soit présent autour de l'atome dans une région donnée de cet atome. C'est une fonction qui délimite en quelque sorte le volume à l'intérieur duquel la probabilité de présence de cet électron est supérieure à un seuil donné. Ces volumes ont par exemple la forme de sphères. Les orbitales de type S sont des sphères délimitant des régions de l'espace dans lesquelles on a une probabilité très grande de trouver l'électron. Mais ce qui est très important d'un point de vue de la compréhension, c'est qu'on remplace la notion de couches sur lesquelles tourne un électron par une notion de région de l'espace dans laquelle on a une probabilité maximum de trouver ces électrons. Ces théories d'orbital atomique, elles vont être complétées par un certain nombre de physiciens ou physico-chimistes que je vais citer, par exemple Hund, Mulliken, Schrödinger, on l'a vu, Slater, Lennard Jones et Pauli. L'ensemble de ces physiciens et chimistes vont ajouter les uns après les autres des pierres successives à cet édifice, à cette construction de la notion précise de l'atome. Alors, donc aujourd'hui, le modèle le plus poussé des électrons les décrit à l'aide de 4 nombres qu'on appelle des nombres quantiques, N, L, Ml et Ms. N, c'est un entier naturel, non nul, qu'on appelle le nombre quantique principal, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. L est un entier qui doit obligatoirement être compris entre 0 et n-1, et puis Ml est aussi un entier qui doit être compris entre -L et +L. Regardons un peu ce que ça donne en termes de définition des orbitales atomiques, c'est-à-dire ces régions de l'espace dans lesquelles on a une probabilité maximum de trouver les électrons. Première possibilité pour n égale à 1. Dans ce cas-là, L et M sont égaux à 0. Une seule orbitale atomique qu'on appelle l'orbitale 1s, elle a une géométrie sphérique. N égale 2, vous avez la possibilité d'avoir L égale 0 et donc M égale 0. C'est ce qu'on appelle l'orbitale 2s qui correspond aussi à une sphère. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir L égale à 1. Et dans ce cas-là, vous avez 3 valeurs pour M, 0, plus 1 ou moins 1. Et ça définit 3 objets mathématiques qu'on appelle les orbitales Px, Py, Pz. N égale 3. À nouveau, L peut être égal à 0, M égale à 0. Vous avez l'orbitale qu'on va appeler l'orbitale 3s. L égale à 1. Avec cette fois-ci, à nouveau, donc M égale 0, M égale plus ou moins 1, donc 3 orbitales P. Et puis L égale 2. Donc M égale 0, M égale plus ou moins 1, M égale plus ou moins 2. Donc cette fois-ci, 5 orbitales atomiques. Donc vous voyez les formes qui deviennent de plus en plus compliquées. Et vous décrivez comme ça au fur et à mesure vos possibilités de trouver les électrons autour du noyau. Et plus n augmente, plus vous avez évidemment la possibilité de mettre des électrons dans ces différents objets mathématiques. Et puis il y a un autre nombre quantique qu'on va être obligé d'introduire là encore pour expliquer de nouvelles expériences, de nouvelles observations expérimentales, c'est le nombre ms,
qui est un entier qui prend la valeur plus ou moins demi, qui est ce qu'on appelle le moment magnétique de spin. Alors voyons un peu comment faire le lien entre ces nombres quantiques N, L, Ml, Ms et puis cette vision qu'on avait auparavant des électrons répartis en couches successives. La première possibilité, nous l'avons vu, c'est N égale à 1, L égale 0, Ml égale 0, et puis ce fameux nombre quantique supplémentaire qui peut être soit 1,5, soit moins 1,5. Eh bien, ça nous définit ce qu'on appelle l'orbital 1s, et dans cet orbital 1s, on peut donc mettre deux électrons, l'un qui va correspondre au nombre 1,5 et l'autre qui va correspondre au nombre moins 1,5. Et vous voyez que cet orbital 1s qui peut contenir deux électrons de spin plus ou moins 1,5, c'est l'équivalent de la couche K contenant deux électrons au maximum. La couche suivante, n égale 2, on a vu donc la possibilité d'avoir L égale 0 et Ml égale 0, cet orbital 2s qui contient elle aussi deux électrons de spin plus 1,5 ou moins 1,5, et puis les orbitales correspondant à L égale à 1, Ml égale moins 1, 0 ou 1, les trois orbitales P, qui elles aussi peuvent être remplies, chacune avec deux électrons de spin plus 1,5 ou moins 1,5. Au total, vous avez 8 électrons possibles dans ce niveau n égale 2, ça correspond bien à la couche L avec ses 8 électrons maximum. On fait la même chose sur le n égale 3 et on retrouve la couche M avec ses 18 électrons maximum. Donc vous voyez que ce modèle complet qui permet de décrire les électrons avec ces quatre nombres quantiques, N, L, Ml, Ms, est compatible évidemment, il inclut évidemment les modèles précédents. Donc comme nous venons de le voir, un électron va être défini par quatre nombres quantiques, N, L, Ml, Ms. On a vu le lien qu'il y avait entre ces nombres quantiques et cette idée de couche électronique, mais ces règles à elles seules ne permettent pas d'expliquer le remplissage du tableau périodique dans sa forme actuelle. Il a fallu ajouter de nouvelles règles, et en particulier des règles correspondant à l'énergie associée à chacune de ces couches et sous-couches, et le remplissage du tableau se fait par ordre des énergies croissantes, ce qui conduit à l'inversion de certaines positions dans le tableau par rapport aux couches électroniques. Ce sont des règles qui ont été établies par le chimiste russe Kleshkovsky. Donc par exemple, on remplit d'abord évidemment l'orbital S qui correspond donc à la première couche sur laquelle on peut mettre deux éléments, hydrogène, hélium, puis ensuite sur la deuxième couche, les remplissages des orbitales 2s, 2p avec donc 8 éléments supplémentaires, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Puis on remplit la couche 3s et la couche 3p, 8 éléments à nouveau supplémentaires, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, mais on doit remplir la couche 4s, potassium, calcium, avant de remplir la couche 3D, ce qui explique que les 10 éléments correspondant au remplissage de la couche 3D, et qu'on appelle les éléments de transition, sont situés sur la quatrième ligne, même s'ils correspondent au remplissage d'une orbitale 3D. Scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, et on explique ensuite le remplissage de l'ensemble du tableau périodique par ces règles énergétiques établies par le russe Kleshkovsky. Aujourd'hui, dans ce tableau périodique, un élément chimique, ça correspond donc à l'ensemble des atomes dont le noyau compte un nombre donné de protons. Ce nombre, qui est noté Z et que l'on appelle le numéro atomique, il détermine la configuration électronique des atomes et donc leurs propriétés physico-chimiques. Ces atomes peuvent aussi compter un nombre variable de neutrons dans leur noyau et former ce qu'on appelle donc des isotopes. Mais c'est bien la configuration électronique des atomes qui permet aujourd'hui d'expliquer leur position dans le tableau périodique, même si évidemment à l'époque où ce tableau périodique a été élaboré par Mendeleïev, on n'était même pas sûr de l'existence des atomes et l'ordonnancement dans le tableau n'avait été fait qu'à partir de la seule connaissance de la masse atomique. Pour terminer, cette photo, moi que j'aime beaucoup, qui est la photo d'un congrès, le congrès Solvay, en 1927, sur le thème électrons et photons. C'est lors de ce congrès qu'ont été établies les règles dont on vient de parler concernant la modélisation la plus actuelle de l'électron. Et ce qu'on voit sur ce tableau qui réunissait les plus grands noms de la physique de l'époque, c'est 17 lauréats du prix Nobel, posant les uns à côté des autres. Vous avez Bohr, De Broglie, Compton, Dirac, Einstein, Pauli, Schrödinger, et puis la seule femme, Marie Curie.
Pour terminer cet exposé, bien, le tableau périodique, c'est donc bien celui des éléments chimiques, dans lequel ceux-ci sont classés par ordre croissant de leur numéro atomique. Et c'est au physicien britannique Moseley qu'on doit la mise en évidence que les éléments successifs du tableau périodique ont des numéros atomiques qui diffèrent d'une unité. Mais on a vu aussi qu'à l'époque de Mendeleïev, ces éléments étaient classés par ordre croissant de masse atomique. Et si on revient un petit peu sur cette histoire de masse atomique, on voit aujourd'hui qu'un atome, c'est un noyau qui contient des protons, des neutrons, plus autour des électrons. La masse du proton est très faible. Je vais la poser comme étant égale à 1, ce qu'on appelle une unité atomique. La masse du neutron est un tout petit peu plus grosse, 1,008 unités atomiques. La masse de l'électron, elle est négligeable, c'est 0,0005 unités atomiques. La masse du neutron est donc à peu près égale à la masse du proton. C'est à peu près la masse de l'hydrogène, puisque l'hydrogène ne contient qu'un seul proton. Et si on revient sur l'hypothèse de Prout, on peut dire que sa constatation était juste, mais que sa conclusion était fausse. Toute la matière est bien constituée de protons, et pas de l'élément hydrogène. Mais toute la matière est constituée de protons, et toutes les masses atomiques peuvent être calculées à partir de la masse du premier élément, qui est la masse de l'élément hydrogène. Enfin, pour terminer, on peut dire que le tableau périodique de Mendeleïev n'est pas sorti du néant. Il s'appuie incontestablement sur les travaux des chimistes précédents, même si l'on ignore quelle connaissance exacte Mendeleïev en avait. Le tableau périodique de Mendeleïev, c'est bien celui des éléments, avec le sens philosophique qui leur était donné au XIXe siècle, à une époque où l'existence des atomes était encore débattue. Il s'est rapidement imposé comme une loi fondamentale de la chimie, et il l'est resté malgré les progrès faits par la physique atomique. Mais ce qui est remarquable, c'est que les découvertes ultérieures et les théories les plus modernes de la physique atomique ne remettent pas en cause ce tableau ni sa présentation. Elles ont au contraire permis d'en asseoir la crédibilité, même si aujourd'hui la notion d'élément n'est plus tout à fait la même que celle de Mendeleïev. On peut dire que Mendeleïev a eu l'intelligence, non pas de voir ce que les autres n'avaient pas vu, mais de voir mieux ce que les autres n'avaient pas vu, ou ce que les autres n'avaient pas osé formuler. N'oublions pas pour autant tous ces précurseurs de la classification périodique des éléments chimiques. On parle du tableau périodique de Mendeleïev, mais n'oublions pas qu'il s'appuie sur tout ce qui s'est passé auparavant, et qu'en fait, comme je l'ai dit au tout début de cet exposé, chaque grand savant inscrit ses travaux dans les pas de ceux qui l'ont précédé. Je vous remercie pour votre attention.